Certains partis politiques de l'opposition lancent un fonds qui permettra aux Camerounais d'ici et de la diaspora de soutenir financièrement le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Si l'initiative est appréciée par certains, il faut relever qu'une telle démarche est bien encadrée sur le plan légal. Oui, la loi de 1990, 053 du 19 décembre 1990, fixant les activités des associations, indique à son article 11 que, hormis les associations reconnues d'utilité publique, aucune association déclarée ne peut recevoir ni subvention des personnes publiques, ni dons et l'aide des personnes privées. Et du même texte, l'article 32 est clair là-dessus en indiquant que toute association dont la contribution effective est déterminante à la réalisation des objectifs prioritaires du gouvernement peut, sur demande, être reconnue d'utilité publique par décret du président de la République. En clair, les partis politiques non déclarés d'utilité publique ne peuvent pas recevoir de dons, selon cet enseignant de droit public à l'université de Douala. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire clairement que les associations, c'est-à-dire que qui ne sont pas reconnues d'utilité publique, ne peuvent pas recevoir des dons ni de l'aide venant soit de l'État ou des personnes privées. Bon, alors, quand nous prenons les associations telles que les partis politiques, parce que est-ce qu'une association privée, mais non déclarée d'utilité publique, peut recevoir des dons et des aides? Non. C'est-à-dire que dans la loi refuse cela. Ça veut dire clairement que si nous prenons le cas d'un parti politique, si ce parti politique n'est pas déclaré d'utilité publique, mais il faut encore faire très attention parce que la Constitution dispose précise à une de ses dispositions que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Est-ce n'est pas là une participation d'utilité publique? Non. Là encore, ça devient compliqué, mais retenons simplement qu'un parti politique, en tant qu'association privée, ne peut recevoir des dons, des legs, que si ce parti bénéficie d'une reconnaissance comme d'utilité publique. Donc voilà ce que disent les articles 11 et 32 de la loi numéro 90, 053 du 19 décembre 1990. La loi du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association prévoit également des sanctions en cas de violation de la réglementation en matière de dons et de legs. Effectivement, il est prévu ici, au niveau de cette loi de 90, de différentes sanctions. C'est-à-dire que si vous pouvez encourir une peine et une amende de 500 à 1 million de francs. Voilà, et vous pouvez également encourir une sanction qui consiste à la dissolution par un arrêté du ministre de l'administration territoriale de l'existence légale de votre association. Depuis la confirmation du premier cas de personnes infectées par le Covid-19, le gouvernement s'est engagé dans une vaste campagne de lutte contre la maladie. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Di, a rendu public un communiqué le 7 avril 2020 dans lequel il commande la fin des collectes de fonds auprès des populations en dehors du fonds spécial mis en place par le président de la République, Paul Biya, dans le cadre de la réponse à la pandémie de coronavirus qui s'étend au Cameroun. Une sortie du MINAT qui a tout de suite fait jaser dans les sphères politiques, notamment au sein de l'opposition, pendant que d'aucuns estiment que Paul Atanga-Di fait de la mauvaise foi. D'autres pensent plutôt que le cacique du gouvernement est dans son droit. On en parle dans quelques instants avec nos invités déjà en plateau. C'est la deuxième partie de cette émission, de cet hebdo suspect comme télévision. Wona Patrick, militant du PCRN, également fonctionnaire, inspecteur des régies et financières. Bon après-midi. Bon après-midi, M. Moto. Merci. J'imagine que vous vous portez bien. Alhamdoulilah, ça va. Et le PCRN aussi. Le PCRN se porte bien. Il contribue à la lutte contre la pandémie qui touche le Cameroun et a récemment fait des propositions dans ce sens au Premier ministre chef du gouvernement afin d'apporter un ensemble de résolutions qui pourraient bien, une forme d'organisation qui pourrait permettre
au gouvernement de venir à bout de cette pandémie qui touche quand même tout le monde entier et a des répercussions jusqu'à l'économie. Parce qu'il faut bien se dire que nous sommes en train de gérer une crise sanitaire, mais nous nous préparons également à gérer une crise économique indéniable. J'imagine qu'on aura le temps d'avoir quelques bribes des propositions faites par le parti au gouvernement en place. Tout à fait. Autre invité en plateau ce soir, c'est un habitué du plateau de cet hebdo, Maître Tegem Georges, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et par ailleurs avocat inscrit au barreau du Cameroun. Bon après-midi, maître. Bon après-midi, M. Moto. Bon après-midi à vos téléspectateurs toujours aussi nombreux. Je salue également le digne représentant du PCRN sur ce plateau. C'est un plaisir d'échanger avec lui sur un thème aussi, un sujet aussi important que sur la liberté d'association dans notre pays. J'espère que l'un et l'autre ont participé à notre manière à la construction de ce qu'on a toujours appelé la République exemplaire. C'est une construction, c'est une œuvre titanesque, c'est une œuvre difficile qui interpelle tous les Camerounais et tous les hommes de bonne volonté, surtout des républicains accomplis. Parce que c'est avec des républicains qu'on bâtit la République. Permettez-moi une phrase également rendre un hommage appuyé au personnel de la santé qui travaille tous les jours pour la lutte contre cette pandémie qui fait beaucoup de mal dans le monde entier et qui jusqu'aujourd'hui au Cameroun réussit à être jugulé. C'est un relatif succès du personnel de santé qui travaille. J'en suis très flatté et je leur présente mes sincères félicitations. Qu'ils continuent à travailler et la République alors leur sera reconnaissante. Alors vous portez l'étendard du RDPC sur ce plateau. C'est quoi la dernière actualité de ce parti? Écoutez, pour l'instant c'est la sortie du secrétaire à la communication répondant si vous voulez, aux propos assez durs du représentant ou alors du président d'un parti politique que je ne veux pas nommer, qui se substitue aux institutions qui existent pour constater les vacances du pouvoir. Le représentant d'un parti politique qui agit en marge de la loi de façon regrettable. C'est ce que nous regrettons et nous souhaitons que finalement son cursus scolaire touche son cœur afin qu'il comprenne que dans un état de droit il y a des règles, il y a des valeurs et ce qu'il a professé durant toute sa carrière scolaire ou sa carrière universitaire, que finalement il se redresse et respecte les valeurs et les pouvoirs institués. Alors, on a Patrick, d'entrée, que vous inspire la sortie de Paula Tangandji? Le ministre Paula Tangandji, je crois, est dans son rôle de ministre de l'administration territoriale, en charge de la gestion notamment, ou bien de la supervision des activités associatives. Donc il est dans un rôle de recadrage et cette position, cette posture n'est pas surprenante parce qu'en réalité, la loi de 83, justement, régit, organise, c'est-à-dire les appels publics à manifestation de dons ou bien de contributions populaires. Donc, il est normal donc, que le ministre Tangandji rappelle les dispositions de cette loi de 83, d'une part. D'autre part, l'article 11 de la loi de 90 sur les associations proscrit, notamment à toute association non reconnue d'utilité publique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'aller lever des fonds, ou bien d'appeler, de rechercher des dons auprès du public, ou alors des citoyens du secteur privé. Et je vais lire cette disposition si vous permettez. Allez-y. Hormis les associations reconnues d'utilité publique, aucune association déclarée ne peut recevoir ni subvention des personnes publiques, ni dons, ni legs des personnes privées. Quand on lit cet article, on se rend bien compte que aucun parti politique ne peut solliciter des dons des personnes privées, d'une part. Quand on l'a dit, il faut également dire que les partis politiques qui ont sollicité les dons par le passé, parce que le PCRN a parfois été accusé d'avoir été en indélicatesse avec cette loi. Je dis non, le PCRN n'a jamais sollicité des dons en tant que PCRN. Le PCRN a sollicité des dons à titre privé, c'est-à-dire ce que n'interdit pas la loi, c'est-à-dire des personnels, ou bien alors des membres du PCRN ont parfois eu recours à cet appel de dons-là. Et c'est dans ce cadre-là, c'est pour lutter contre la pandémie, que certains militants et certains élus du PCRN ont mobilisé leur base militante afin de contribuer dans le sens voulu par le gouvernement à cette lutte-là. Le problème que pose, au fond, le problème que pose la lutte, la sortie du ministre Tangandji
est liée surtout au fait au déficit de confiance qui existe entre le système dirigeant, c'est-à-dire RDPC, le gouvernement, et les populations. Nous soulignons ça pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, il se pose que par le passé, nous avons eu des appels à la solidarité nationale. Je dis comme ça, je pense au coup de cœur, l'opération coup de cœur sur la Coupe du Monde 1994. Et vous vous souvenez bien que les valises ont disparu dans le vol New York, Yaoundé-New York. Il y a donc un problème de confiance. Un problème de confiance qui peut être résolu. Et c'est pourquoi le PCRN a proposé au gouvernement, jeudi dernier, de faire en sorte que les personnes de la société civile, les personnes privées, soient associées directement à la gestion du fonds de solidarité qui a été mis en place par le gouvernement. Parce que le PCRN ne se pose pas ce fonds de solidarité. Il faut redire, et j'appuie en cela ce que Maître a dit, que nous devons nous inscrire dans une logique républicaine. C'est-à-dire, le gouvernement étant dans son rôle, personne ne peut constater la vacance du pouvoir. Personne ne peut remettre en cause les institutions de la République. Mais nous pouvons tout simplement accompagner ces institutions dans des heures aussi graves que celles que nous vivons, à faire en sorte que la pandémie soit derrière nous et à préparer de nouvelles perspectives, c'est-à-dire sur le plan économique. Parce que nous insistons pour dire que la pandémie donnera certainement lieu à une crise mondiale et le Cameroun doit être prêt. Il faut déjà commencer par gérer ce fonds de solidarité. Il faut ensuite faire des propositions dans le sens de la soutenabilité de notre politique budgétaire. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit pour le gouvernement, et le PCRN l'a proposé, de faire en sorte que, sur le plan de la politique monétaire, que les populations aient accès, que les populations et les entreprises aient accès directement à des fonds prévus à cet effet par la BIAC, mise à la disposition des banques commerciales, afin que celles-ci puissent pallier aux problèmes de crise qui se posent. Or, je ne vous l'apprends pas, une étude sérieuse du Cameroun Tribune effectuée jeudi dernier, dans sa publication de jeudi dernier, démontre que les banques commerciales de la place ont arrêté d'étudier les demandes de crédit des entreprises et des ménages. Ce qui est une mauvaise chose, quand on sait que nous avons, depuis le 27 mars dernier, la Banque centrale a mis à la disposition des banques commerciales plus de 500 milliards de liquidités afin de renflouer les caisses des entreprises qui se trouveraient en cessation de paiement ou en difficulté. Alors concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la démarche du ministre de l'administration territoriale? Concrètement, nous ne reprochons pas grand-chose au ministre. Nous avons dit que le ministre est dans son rôle de réglementer, d'ordonner une activité dans le secteur qu'il contrôle, notamment les activités associatives. Nous demandons tout simplement au ministre de l'administration territoriale et au gouvernement dans son ensemble d'appuyer la requête du PCRN qui vise à accompagner le gouvernement dans la gestion du fonds de solidarité. Vous savez que, je vous ai dit, les populations ne font plus confiance. Il y a un déficit, il y a une crise de confiance de l'opinion par rapport au gouvernement, par rapport à la gestion de ces différents fonds-là. Alors, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où des partis vont organiser des contributions à côté de ce que la voie officielle a institué, il faudrait que le gouvernement associe la société civile, notamment des associations, afin qu'elles supervisent en même temps que ce gouvernement-là l'activité ou bien alors la gestion de ces fonds. Alors, Maître Tegueb, on a l'impression dans le développement de Wonapatri que le gouvernement n'a pas envie d'ouvrir les vannes d'une union de force et d'intelligence, même, n'est-ce pas, de venir en aide aux populations victimes du Covid-19. Heureusement, vous avez dit une impression, parce que le digne représentant du PCRN ici n'ignore pas que son président national a été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement il y a quelques jours. Donc le gouvernement de la République est tout à fait ouvert. Le gouvernement de la République a ouvert un dialogue. Le gouvernement de la République a entamé un dialogue pour associer tous les acteurs, notamment les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et d'autres acteurs seront consultés dans les prochains jours. Il me semble que le Premier ministre chef du gouvernement va également ouvrir les négociations à la société civile, aux différents acteurs qui doivent accompagner le gouvernement dans cette guerre qu'il mène contre cette pandémie mondiale. Maintenant, s'agissant des actes du monsieur le ministre de l'administration territoriale, c'est un acte d'un membre du gouvernement qui est tout à fait dans son rôle en tant que tutelle technique des associations et partis politiques, parce qu'il faut le dire,
La loi 90/056 sur les partis politiques et 90/053 sur les associations indique bien la procédure à suivre pour créer une association. Et la procédure à suivre pour créer un parti politique, tout se passe au niveau du ministère de l'administration territoriale. Il est donc normal que lorsqu'il constate une anomalie qui est tirée de la violation de la loi, qu'il puisse agir pour remettre la balle au centre. C'est un devoir républicain, c'est un devoir ministériel, c'est pour cela qu'il a été nommé et il ne pouvait qu'agir comme il a fait. C'est une faute de la part d'un parti politique institué ou d'une association de vouloir faire appel au fonds sans être reconnu d'utilité publique. C'est une faute politique et ce parti politique aura l'humilité de le reconnaître et revoir sa stratégie. Alors, Wana Patrick, quel est votre avis sur la gestion de cette crise sanitaire au Cameroun? Le gouvernement camerounais, jusqu'ici, on m'a rappelé qu'on en est à la deuxième phase. Ce gouvernement, jusqu'ici, rassure-t-il dans sa démarche politico-humanitaire? Je voudrais commencer, pour répondre à votre question, par dire que le gouvernement, du moins le Cameroun, mais le monde vit une phase très importante de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire le gouvernement et le Cameroun n'échappent pas à cela. C'est-à-dire que nous vivons une crise grave comme jamais on l'a vécu. Les meilleurs analystes nous parlent d'une crise aussi plus grave que la Deuxième Guerre mondiale et une crise économique qui se profile à l'horizon qui sera plus grave que celle de 1929. En ce moment d'extrême difficulté, je pense que tous les partis, toutes les forces vives de la nation, tous les citoyens camerounais doivent se mettre en rang serré et en ordre de bataille pour faire face à cet ennemi quasiment invisible que le virus Covid-2019. Quand on a dit cela, on comprend aisément que le PCRN ne peut pas venir ici ou bien ne peut pas être dans une posture de défiance vis-à-vis du gouvernement. Le PCRN appuie les initiatives du gouvernement et apporte des propositions afin de les améliorer. Et c'est dans ce sens que nous avons justement, M. Maître Tegem nous faisait savoir que notre leader, le président Cabral Lébi, honorable président Cabral Lébi, a rencontré le Premier ministre, nous le savons, effectivement, et a soumis les propositions du PCRN au Premier ministre. Quelles étaient-elles? Pour améliorer la lutte que le gouvernement mène. Il était question justement de généraliser le port du masque et je pense que vous avez suivi les recommandations, cette recommandation du Premier ministre au sortir de cette rencontre. Je dois souligner et sans fanfaronner que ces recommandations constituent en fait des recommandations formulées par le PCRN. Il s'agissait de quoi? Du port du masque obligatoire pour l'ensemble des citoyens. Jusqu'ici, ce n'était pas possible. Le PCRN a recommandé au Premier ministre d'engager le gouvernement à faire en sorte que les populations aient des masques et le portent effectivement. Et dès demain, tout le monde devra porter. Mais comment ces gens auront des masques? Comment nos concitoyens auront des masques? Le PCRN a demandé au gouvernement de faciliter l'accès des intrants, des intrants médicaux afin de fabriquer des masques au Cameroun et suivant des normes camerounaises. Ça également, ça a été retenu par le Premier ministre et il a inscrit, vous l'avez suivi, inscrit le ministre des Mines qui est en charge de la norme de définir des normes de fabrication de masques au Cameroun. Et je crois que la plupart des entreprises citoyennes ou alors publiques sont en cours d'exploitation de ces masques-là. Parce qu'en réalité, il faut dire que ces recommandations ont été données depuis jeudi et à partir de lundi, nous espérons, tout le monde devra avoir son masque. Et si ce n'est pas possible lundi, nous interpellons les forces de l'ordre et même le gouvernement d'abord de veiller à faire en sorte que les populations ne soient pas immédiatement sanctionnées. Parce qu'en réalité, vous savez qu'il y a un problème de liquidité et de trésorerie. C'est-à-dire les ménages n'ont pas toujours les moyens d'avoir accès à ces masques-là. Alors il faudrait qu'ils soient fabriqués à un coût réduit et qu'ils soient effectivement disponibles à un prix du marché, c'est-à-dire de sorte que tout le monde puisse avoir son masque à partir de lundi ou alors dans la semaine qui va suivre. Mais il est important, et c'est un appel que nous lançons au ménage à nos concitoyens, de respecter les recommandations du gouvernement, de respecter les mesures et les gestes barrières, d'aborder le masque. Recherchez autour de vous, essayez d'obtenir un masque en attendant le masque que le gouvernement va distribuer, qui sera fabriqué aux normes camerounaises. Recherchez les masques.
D'accord. Alors, M. Tegem, il y a le messager du 9 avril 2020 qui indique que le Cameroun est jusqu'ici capable d'offrir des mesures d'accompagnement dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19 et invite le gouvernement à pasticher le Rwanda, où le président Paul Kagame a mis un accent sur les mesures d'accompagnement. Écoutez, je peux comprendre ce journal à partir du moment où les mesures d'accompagnement qui ont été dictées jusque-là par le gouvernement tardent à prendre effectivement corps. Mais je dois dire que le Premier ministre chef du gouvernement avait convoqué un conseil de cabinet. Ça s'est passé en visioconférence, où il avait réuni un certain nombre d'acteurs, en sollicitant notamment nos partenaires de développement, notamment le haut représentant du système des Nations Unies, le haut représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le haut représentant du programme national des programmes des Nations Unies pour le développement. Et à cette occasion, en présence du ministre de l'économie, en présence du ministre des Finances, il a prescrit à ces ministères techniques en charge des questions financières d'étudier les possibilités ou alors les différentes mesures d'accompagnement qui pouvaient être prises sur le plan financier pour accompagner effectivement ce malheureux incident ou cette malheureuse pandémie de Covid-2019 qui nous touche malgré nous. Donc moi je pense que les ministères techniques avec nos partenaires de développement sont effectivement en train d'étudier la question. Et comme justement l'a fait observer le digne représentant du PCRN ici, la Banque des États de l'Afrique centrale, la Banque centrale a déjà mis à la disposition des banques un fonds spécial de 500 milliards pour accompagner les entreprises. Il me semble que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et attendons de voir avec le temps les mesures qui seront effectivement prises par les ministres qu'on a mis au travail, notamment dans les domaines de l'économie et les domaines des finances, pour voir les mesures d'accompagnement sur le plan financier et le plan économique. Je dois dire une chose, l'administration bureaucratique ou alors le système décisionnel demande le temps de réflexion. Et puis, le Covid-19 n'était pas une maladie qui est attendue. Elle a surpris tout le monde de par le monde. Vous voyez même la cacophonie avec laquelle ce conflit ou alors cette pandémie est gérée, notamment aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, il y a même le président qui a dit nous n'allons pas en vacances, nous sommes une société de travailleurs. Il a promis qu'il n'y référait pas le confinement. En France, on a d'abord toute une littérature sur l'absence de masques. Donc c'est une maladie qui a surpris un peu tout le monde. Ça a surpris les autorités camerounaises. La loi de finances a été votée courant novembre 2019. La loi de finances doit être implémentée. Maintenant, peut-être qu'il faut une loi de finances rectificative. Il y a un ensemble de mesures qu'il faut étudier. Et il ne faut jamais oublier qu'on attend beaucoup du gouvernement alors qu'il y a des mesures qui peuvent relever du domaine de la loi. Parce que la Constitution a dit est du domaine de la loi. Il y a certaines dispositions qui sont du domaine de la loi. Certes, la loi autorise le président de la République, la loi constitutionnelle utilise le président de la République par voie d'ordonnance de réaliser avant. Mais il semble que le gouvernement est en train d'étudier pour être en phase avec ce qui peut être juste de faire et que ce soit conforme à la Constitution et à la loi. Nous faisons confiance au gouvernement, nous faisons confiance à ceux qui nous dirigent, nous faisons confiance à l'ensemble des ministres qui agissent dans le domaine. Nous avons noté qu'il y a un véritable foisonnement, une véritable volonté de l'ensemble des ministres d'être associés aux mesures prises pour lutter contre cette maladie et c'est bienvenu. Nous ne pouvons qu'encourager et nous invitons par ailleurs les différents partenaires du Cameroun, nos partenaires de développement et également la société civile, les associations, les partis politiques, les syndicats, les catégories socio-professionnelles que nous sommes engagés pendant la période de guerre. Il faut taire les différences, évoluer plutôt vers la solution de la guerre, c'est de trouver une solution au litige par une solidarité agissante. Et que chacun accepte de céder un peu pour qu'on puisse d'abord juguler ce mal, ensuite le bouter hors de notre pays, afin qu'on recommence nos problèmes, notre train-train quotidien sur nos divergences politiques. Voilà Patrick, je vous ai vu bouger tout à l'heure lorsque Maître Tegem développeur. Vous souhaitez rebondir sur la suite de son argumentaire? Avant votre question, je vous en prie, je voudrais dire, du moins, dire à la suite de Maître Tegem qu'il y a urgence et ne pas suivre sa logique de dire que l'administration bureaucratique prendra son temps pour agir. Et vous savez, la situation qui s'impose à nous, le défi qui s'impose à nous, doit être résolu de façon, dans l'urgence. Et il existe également des mécanismes au sein de l'administration pour agir en urgence. Donc, je pense que, s'agissant par exemple du fonds spécial, c'est-à-dire de l'inflexion de la politique monétaire de la Banque centrale, qui permet de mettre à la disposition des banques commerciales près de 500 milliards sur 2 semaines. Sur 2 semaines depuis le 27 mars. 500 milliards de francs CFA de liquidités destinés à refinancer les entreprises et les ménages. Il est important que le ministre des Finances, et c'est ce que nous suggérons vivement,
que le ministre des Finances fasse une sortie pour rappeler les banques à leur devoir. Parce que, vous savez, l'État, il y a un problème au Cameroun. Et c'est là où tous les Camerounais doivent être face à leurs responsabilités. C'est-à-dire, nous, Camerounais, et notamment les entreprises, les entreprises veulent toujours privatiser le profit et mutualiser les pertes. C'est pas normal. C'est-à-dire, les banques, quand je le dis, je parle des banques. Les banques, alors que l'État a financé les banques à la sortie de la crise des années 90, alors que l'État finance régulièrement les banques lorsqu'elles sont en difficulté, beaucoup pour des raisons de faute de gestion interne, c'est-à-dire à ces banques-là, il est hors de question qu'aujourd'hui, lorsque la collectivité nationale a besoin de ces banques pour financer, cette fois-ci, les entreprises et les ménages, que ces banques se rétractent et arrêtent d'étudier les dossiers de crédit. Je dis bien, c'est le très sérieux journal gouvernemental Cameroun Tribune, dans une livraison, je crois, de jeudi dernier, qui révèle que les banques commerciales n'étudient plus les dossiers, les demandes de crédit et des entreprises et des particuliers, ce n'est pas normal. Dans l'urgence, donc, il est du rôle, parce que nous sommes dans une situation justement de crise grave. Dans l'urgence, il est du rôle du ministre des Finances, notamment, tutelle de ce secteur-là, de recommander vivement, et suivant en cela, d'ailleurs, les recommandations de l'APECAM, qui lui-même demandait à ses membres de libérer la liquidité, de remettre l'argent aux mains de ceux qui doivent l'utiliser pour non seulement continuer à faire tourner l'outil de production, mais surtout pour les ménages qui subissent le contre-coup et qui parfois n'ont pas de moyens. Il est question, si vous savez, il y a un effet multiplicateur de cette mesure de la Banque centrale, c'est quoi? C'est que tant que moi, ou Patrick par exemple salarié, j'aurai accès régulièrement à mon salaire, même si je suis dans le privé, j'ai assez régulièrement mon salaire, je peux payer mon loyer, je peux acheter les produits de biens et de consommation courante, je peux faire ci, je peux faire ça. Il y a un ensemble, il y a une économie qui se forme autour de moi. C'est pourquoi nous devons condamner et non pas estimer que les choses se feront parce que l'administration bureaucratique prendra son temps. Non, l'administration doit agir et doit être proactive afin de barrer la voie à ces pratiques qui visent pour les banques à conserver des liquidités par devant elles alors qu'elles doivent servir à l'économie. Je voudrais insister également sur un chiffre. Pour chuter. Oui, pour chuter. Disant que, est-ce que vous savez qu'au 31 décembre 2019, ces banques avaient dans leur coffre plus de 600 milliards de francs CFA oisifs qui ne servaient à rien. Et c'est pourquoi la Banque centrale, en début d'exercice, entendait justement infléchir sa politique monétaire pour retirer cet argent. Mais à cause de la crise Covid, justement, la Banque centrale, contrairement à ce que mon interlocuteur dit, la Banque centrale s'est ravisée et a réajusté sa politique monétaire afin que l'argent reste dans le coffre des banques. Et qu'elle puisse, en leur demandant, en abaissant les taux directeurs, que ces banques puissent utiliser cet argent et le réinjecter dans l'économie. Donc c'est un peu ce que je voulais souligner par rapport à son intervention. Alors, Métitegam, toujours sur la question des fonds de solidarité, peut-on parler d'un duel gouvernement, parti politique de l'opposition, notamment ceux qui sont pour? Parce qu'il faut dire ici que le messager du 9 avril 2020 indique que malgré la suspension de, je l'appelle, la générosité publique, les initiateurs de cette collecte de fonds de solidarité s'obstinent à poursuivre leur action. Mais écoutez, la loi a prévu des sanctions contre les contrevenants. Il y a la loi est due à la loi. De toute façon, le ministre Laté a été suffisamment, l'administration territoriale a été suffisamment claire dans sa sortie. Il a bien indiqué que la loi a été violée, il a indiqué les textes de loi qui pourraient permettre à un parti politique ou alors à une association de faire appel à la générosité publique. Au cas où un parti politique ou une association voulait enfreindre la loi, elle sait bien à quoi elle s'exposerait. De toute façon, le Cameroun est une république normale qui a des institutions qui fonctionnent et le ministre de l'administration territoriale sait bien ce qu'il pourrait faire au cas où il constaterait la violation de la loi. Mais je voudrais quand même faire une observation sur ce que vient de dire le représentant du PCRN. Voyez-vous,
Je comprends bien que vous soyez dans l'action, mais nous sommes en situation de responsabilité. Et ce que je voudrais d'abord vous faire observer, c'est que lorsque vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une crise de confiance, on sort d'une élection et je n'ai pas constaté la crise de confiance. Quand vous voyez le nombre de députés, vous voyez le nombre de conseillers municipaux, vous comprenez bien que les Camerounais continuent à faire confiance au RDPC. Donc nous sommes le parti majoritaire, nous sommes en situation de responsabilité, nous revient de conduire le destin du pays. Nous comprenons que vous voulez agir dans la précipitation, nous comprenons également qu'il faut agir dans la précipitation eu égard à la gravité de la pandémie, mais comprenez-nous aussi que nous ne va pas agir parce que vous avez demandé, nous préférons que les technocrates travaillent, que les spécialistes travaillent, et ça demande un peu de temps, le temps de la réflexion, parce que les mesures doivent être des mesures qui ne sont pas contre-productives, il faut des mesures qui vont aller dans le sens, si vous voulez, du respect de la légalité et en répondre aux besoins des citoyens. Donc il y a la nécessité de concilier parfois des éléments qui peuvent être en apparence contradictoires, et ça demande un temps de la réflexion, et j'ai même dit que nous nous faisons même accompagner par les partenaires. Vous comprenez, donc ce n'est pas aussi facile que vous pouvez le penser. Nous, quand nous réfléchissons, nous préférons regarder nos partenaires ou les pays amis comme, dans leur stratégie comme des amis. Nous ne préférons pas beaucoup copier, nous préférons souvent avoir une originalité camerounaise, et puis c'est ce qu'on appelle impossible n'est pas camerounais, et lorsque les spécialistes auront travaillé au niveau des finances, au niveau de l'économie, vous verrez bien que ce qui sortira sera assez original, ou alors ça va se distinguer par le particularisme camerounais. C'est un succès des Camerounais. Nous avons des lois chez nous, les gens viennent chez nous en formation. La loi sur la liberté religieuse au Cameroun a été plaquée par un grand pays du monde que je ne vais pas citer parce que je suis parti au pouvoir, parce que c'était une bonne loi. On a même des pays amis qui viennent au Cameroun pour s'inspirer de la CONAC. Il y a des pays amis qui viennent au Cameroun pour s'inspirer de notre code électoral. Ils viennent en formation chez nous, pourtant les Camerounais critiquent. Donc ça veut dire qu'il y a des Camerounais qui travaillent, et vous verrez que les mesures qui sortiront sur le plan économique auront un caractère original. Maintenant, je vais convenir avec vous dans le domaine des banques pour dire que bon, très souvent les banquiers ont des attitudes qui peuvent être qualifiées de regrettables. D'abord, la crise, moi je pense toujours que s'il y a une crise qui existe, c'est parce que quelquefois les banquiers ont fauté. Si vous voyez même la crise des subprimes aux États-Unis, la plupart des crises monétaires, la plupart des crises, enfin pas monétaires, économiques, sont créées par les comportements des banquiers qui parfois n'apprécient pas bien le risque. Il faut le dire, les banquiers sont responsables pour la plupart du temps de nombreuses crises financières, de nombreuses crises économiques. Et au Cameroun, même très souvent, le ministre des Finances fait des sorties. Il me souvient, il y a quelques années, il a fait une sortie parce qu'il avait constaté que dans les guichets de banque, on réclamait des sommes qui étaient indues. Il avait même effectivement constaté que parfois, pour des versements, on demandait aux gens de payer des frais. Et il a fait sortir, l'ancien ministre des Finances, il a fait sortir un texte pour dire voici ce qui est juste de réclamer. Donc il y a des abus de la part des banquiers. Le ministre des Finances suit cela avec la plus grande attention, et il n'est pas exclu que dans les prochains jours, dans l'ensemble des mesures qui seront prises, qu'il sorte un texte pour rappeler aux banquiers leur devoir vis-à-vis de la société, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de leurs clients, comme d'ailleurs l'a fait le ministre de l'administration territoriale, en rappelant qu'attention, il a les règles de l'ordre public, et quand l'ordre public est en cause, moi j'ai le droit d'agir. Et relativement au ministre de l'administration territoriale, je voulais faire observer que depuis le 11 septembre 2001, il n'y a plus de secret bancaire, il n'y a plus de secret professionnel. Si vous observez bien, depuis le 11 septembre 2001, tout cela a été réduit à la peau de chagrin. Donc aujourd'hui, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Même si vous êtes un contrat entre un banquier et son client, c'est un contrat régi par les règles de droit privé, il ne faut jamais oublier que quand il y a l'ordre public qui est en cause, le droit privé s'écrase au profit de l'ordre public. Un et deux, quand même il y a un contrat entre un particulier et une banque, le contrat doit être fait conformément à la loi. Ce n'est pas parce que c'est un contrat entre deux personnes privées que dans ce contrat on peut violer la loi. Le contrat n'est normalement constitué que l'objet, que s'il est un objet licite. Quand l'objet est déjà illicite, il y a un problème. Et en vertu des pouvoirs reconnus au ministre de l'administration territoriale, qui est garant de l'ordre public, il est bien fondé à solliciter que la banque en cause réajuste sa position vis-à-vis de ce client qui est en situation d'indélicatesse par rapport à la loi. Maître Egan, vous concevez, j'ai la parole, la nouvelle expression du 9 avril 2020 souligne que Amnesty International interpelle les États africains avec une emphase sur le Cameroun. Selon l'ONG, l'État du Cameroun n'a pas respecté le droit à la santé, et les conflits n'ont fait qu'aggraver la situation dans les régions anglophones, notamment le Nosso. Quel commentaire en faites-vous?
Écoutez, Amnesty International est dans son rôle d'attirer l'attention du gouvernement. Nous ne sommes pas méprisants envers de cela. Nous avons une oreille généralement très attentive. Mais ce que je voulais faire observer, c'est que jusqu'à présent, le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions afin que jusqu'aux arrondissements, jusqu'à certains districts, enfin aujourd'hui il n'y en a même plus, jusqu'à certains arrondissements, il y ait au moins un personnel de santé qualifié. Amnesty International décrit-elle la réalité telle qu'elle se vit au Cameroun? Moi, il me semble qu'Amnesty International va un peu, enfin, exagère un peu, extrapole. Parce que, je vous dis encore une fois, au niveau du ministère de la Santé publique, jusqu'aux arrondissements, il y a au moins un hôpital district de santé. Et l'hôpital district de santé est doté d'un personnel qualifié, qui, au quotidien, s'occupe de la santé des populations. Je prends ici à témoin l'hôpital de Mélon. Mélon est un arrondissement et il y a quelques jours, d'ailleurs, j'apprends que le médecin surf. Vous ne parlez pas des hôpitaux du Nord et du Sud-Ouest? Non. Si je prends Mélon, je commence par Mélon pour vous dire que l'arrondissement, ce que je voulais faire. Et ensuite, je vais poursuivre en disant que dans les zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, dans les zones en conflit, il est arrivé que, pour des raisons liées au conflit, que certaines personnes quittent les hôpitaux. Et ce qui est une attitude qu'on peut comprendre. Mais nonobstant cela, je vois tous les jours l'hôpital régional de Bamenda, je vois le délégué régional de la santé même du Sud-Ouest, je vois l'hôpital de Kumba qui a été, il faut le dire, incendié par des personnes dont l'identité n'est pas encore à ce jour définitivement établie. Parce qu'il n'y a pas une décision de justice, mais il y a des forts soupçons que les faits ont été commis par des personnes qui se proclament des sécessionnistes, comme étant des sécessionnistes. Ce que nous devons dire, c'est qu'il faut poursuivre les efforts qui sont sans cesse croissants. Il faut davantage doter ces hôpitaux de ces régions en guerre d'un personnel de plus en plus en nombre numérique, de plus en plus nombreux, et c'est pour cela que le gouvernement de la République a mis en place un ensemble d'institutions sanitaires de formation, notamment dans ces régions. Je signale que ces régions n'avaient pas de centre de formation de médecins. Désormais, il y a une faculté de médecine à Bamenda, il y a une faculté de médecine à Buea. Ces facultés de médecine, justement, ont été mises en place pour corriger le déficit qui est peut-être déploré par Amnesty International dans ces régions en crise. Et en plus de ces formations, de ces établissements de formation des médecins, il y a dans ces zones en guerre de nombreux établissements de formation d'infirmiers, de techniciens de la santé. Et tout cela, c'est justement pour combler ou alors pour combler le déficit qui est décrié par Amnesty International. Ça veut dire que c'est un gouvernement au travail, c'est un gouvernement qui est dans l'action. Nous devons saluer et dire aller plus loin, ça ne ferait de mal à personne. Il faut poursuivre, qu'il faut toujours aller plus loin, il faut davantage travailler. C'est ce que le gouvernement fait, le gouvernement travaille. C'est un gouvernement soucieux de la situation sanitaire des Camerounais, de la situation sanitaire de ses ressources humaines, y compris dans les zones en litige. Et nous souhaitons que ces mesures soient aussi appréciées par Amnesty International, même si Amnesty International a tout à fait le droit de poser un jugement de valeur sur ce qui a déjà été fait. Mais pour nous, nous pensons que nous allons à un rythme qui peut être soutenu par le gouvernement, nous allons à un rythme qui permettra au pays, eu égard à la modicité de nos moyens, de couvrir le déficit de santé qui peut être décrit dans ces régions. Alors, on a Patrick, êtes-vous d'avis avec Maître Tegem quand tu dis qu'il y a de l'exagération dans les propos de Amnesty International? Vous savez, en situation de péril grave comme celui que subit la nation, nous ne devons pas être discrets par des remarques intempestives, parce que Amnesty International, je crois, nous n'avons rien contre, mais exagère un peu, tout le temps à tirer sur le Cameroun. Et je dis, quand je le dis, je veux dire que tous les Camerounais, quelle que soit leur chapelle politique, doivent, comme un seul homme, soutenir l'action du gouvernement en pareille circonstance. Les Camerounais peuvent avoir divergence de point de vue, d'opinion. C'est le lieu justement de porter ces divergences ou alors ces autres façons de voir comment régler la crise à l'attention du gouvernement. Et c'est ce que le PCRN a fait. Et moi je voudrais aller là sur les propositions du PCRN parce qu'en réalité, je pense qu'il est mieux de proposer à l'ordre dirigeant et non de faire concurrence à cet ordre dirigeant pour rester républicain. Donc, c'est dans ce sens, pour l'amélioration de la qualité de la santé, que le PCRN... C'est la proposition que vous voulez en faire, donc on en parlera au sortir de l'émission. Au sortir de l'émission? Oui. Comment? À la fin. D'accord. Parce que là, on parlera des propositions pour sortir de cette crise sanitaire. Alors, Maître Tegem,
Toujours sur la question de collecte de fonds, hein, on observe quand même qu'au sein du parti au pouvoir, le RDPC, il y a des sons discordants ou divergents. Tenez par exemple la Nouvelle Expression, toujours dans sa parution du 9 avril 2020, publie les propos du maire RDPC Sainte-Loire Bidoum. D'après ce quotidien, le cadre du parti au pouvoir ne comprend pas comment le régime de Yaoundé refuse obstinément d'emprunter le chemin de sauvetage que les autres ont si sagement choisi. Il fait certainement allusion là au MRC et au PCRN qui sont pour, n'est-ce pas, une union des forces pour une sortie véritable des crises sanitaires. Qu'en dites-vous? Ce sont discordants au sein du parti au pouvoir. Écoutez, sur ce point, j'ai toujours été très clair. Le parti le plus démocratique au Cameroun, c'est le RDPC, où chacun a une liberté de ton. Et c'est comme ça au RDPC, c'est-à-dire que c'est un parti qui n'exclut pas l'existence d'opinions divergentes sur un sujet donné. Et c'est un parti démocratique où le droit d'opiner est tout à fait reconnu à chaque militant, à un maire ou à un conseiller municipal ou à un militant, un membre du comité central. C'est son droit d'opiner simplement lorsque cela heurte peut-être la discipline ou alors les règles de hiérarchie. Mais c'est une question aussi grave comme celle que vit le Cameroun en ce moment. Non, n'est-il pas important qu'on ait tous les mêmes idées? Non, écoutez, les mêmes idées n'excluent pas qu'il y ait des opinions. Il y a une idée, on converge vers une chose, le règlement de la crise de la pandémie. Ça, on est d'accord qu'il faut se mettre d'accord pour régler la pandémie. En ce moment, quelle devient la discipline du parti? Et écoutez, je vous ai dit, la discipline du parti, c'est le respect de la hiérarchie. C'est-à-dire que si la hiérarchie prend une position, vous devez la respecter. Et dans le cas présent, jusqu'à présent, il me semble que le gouvernement de la République a choisi de régler la crise par les voies légales ou alors de juguler la crise par les voies légales. Et même au niveau du gouvernement, vous avez constaté depuis un certain temps que chaque département ministériel fait des sorties, le Premier ministre est obligé de le cadrer. Donc même lorsqu'il y a une crise, l'excès d'enthousiasme peut entraîner, si vous voulez, l'excès d'enthousiasme peut entraîner des volontés ou des velléités individualistes. Et dans ce cas, le rôle du gouvernement, c'est de recadrer. Sainte-Loire Bidoum fait une remarque, il dit qu'on doit prendre le MRC, mais ce n'est pas parce qu'on doit prendre le MRC ou parce qu'on a la liberté d'opinion qu'on doit violer la loi. La loi, elle est faite, elle est dure, elle doit être respectée par tout le monde. Si on commence à admettre toutes les initiatives, y compris celles qui sont illégales, on n'en sort plus, on se retrouve effectivement en marge de la communauté internationale. Ce n'est effectivement pas parce qu'on est en situation de guerre que les fonds issus du terrorisme peuvent être intégrés. Ce n'est pas parce qu'on est en situation de guerre que les fonds issus du blanchiment peuvent être intégrés. Tout cela, c'est ça que le gouvernement est en train de contrôler. Et quand cette loi Bidoum le dit, je le comprends, il est enthousiaste, il est dans la posture de quelqu'un qui veut arriver à la solution de la crise au plus vite, qui pense qu'avec une mobilisation générale, et il le dit de bonne foi, il pense qu'avec une mobilisation générale, on peut aboutir à la résolution de la crise de manière rapide. Mais moi je dis, à la différence de Sainte-Éloi, je suis réservé. C'est-à-dire que je veux bien qu'on travaille ensemble pour régler la pandémie, je veux bien que toutes les personnes de bonne volonté s'associent pour régler la crise, mais il me semble que le président de la République a mis en place un fonds de solidarité. Si quelqu'un a un apport ou alors un apport conséquent pour permettre au gouvernement, pour accompagner le gouvernement dans la résolution de la crise, il me semble que c'est par cette voie que cette personne devrait passer. Donc, le gouvernement de la République, ou le président de la République, il met en place un fonds, il ne met pas en marge des autres partis politiques, il ne met pas en tant que président du RDPC, il met ça en tant que président de la République. Et en principe, et normalement, ce que les autres partenaires ou alors les autres personnes devraient faire, c'est accompagner le gouvernement. Et l'accompagner comment? En apportant leur soutien via cette voie. Et je poursuis en disant, comme je l'ai indiqué d'ailleurs au début de l'émission, que le Premier ministre chef du gouvernement a entamé déjà, si vous voulez, les discussions avec les partenaires qui accompagnent le gouvernement, notamment les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et il me semble que dans les prochains jours, il va poursuivre la discussion. Donc, il ne me semble pas normal que des gens agissent en marge de la réglementation, en marge des autorités publiques. Et pour que les choses soient faites comme elles doivent l'être, ça ne concerne pas que les partis politiques, ça concerne également les membres du gouvernement, puisque le Premier ministre a fait une sortie pour dire
même si on est en situation de crise, je comprends votre enthousiasme, mais il me semble que désormais, tout doit se faire sous le contrôle de la primature. Alors, on a Patrick, quelle analyse faites-vous de cette sortie du RDPC, Saint-Éloi-Bidoum? Vous voulez que je commente la crise interne au RDPC? Moi, je préfère aller aux solutions du PCRN. Ouais. C'est-à-dire, le PCRN n'est pas là pour... c'est le lieu indiqué. Voilà. Alors, je voudrais dire que, premièrement, parlant de contribution, le PCRN déjà a pris des initiatives. Vous savez que la députée Nourane Moulu, épouse de Fotsing, a engagé, a déposé sur la table du ministre de l'administration territoriale une demande d'autorisation pour lever des fonds à titre personnel. Et évidemment, vous imaginez bien que ces fonds-là seront collectés pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie. C'est le lieu d'encourager cela. Et c'est plein d'initiatives comme ça qui s'inscrivent dans le cadre républicain, prises y compris même à l'étranger par le candidat Djibril Wabo depuis la Suisse ou encore Olson Bao. Donc voilà des propositions en matière de collecte des fonds, c'est-à-dire des initiatives qui sont prises par les personnes privées au sein du RDPC, je vous en prie, au sein du PCRN, je vous en prie, afin que ces contributions-là viennent renflouer, ces contributions soient visibles sur le terrain, c'est-à-dire que la société civile également participe à la lutte contre la crise. Sur le plan, nous avons parlé tout à l'heure de l'insuffisance en soins de santé décriée par, et c'est ce que je voulais proposer, décriée par Amnesty International. Je dis, il n'y a pas forcément insuffisance, mais s'il y en avait, le PCRN a également fait des propositions dans ce sens afin de renforcer l'offre de santé et une réponse rapide à cette pandémie. C'est notamment la mise en place d'une task force qui devra appuyer le gouvernement, constituer des forces vives de la nation, qui devra appuyer le gouvernement pour répondre valamment pour agresser le risque Covid. Cette task force est constituée des experts nationaux dans tous les domaines, qui est placé auprès du gouvernement pour l'accompagner, pour conseiller dans son action. Voilà. Et ça sont des initiatives citoyennes qui peuvent être prises pour accompagner le gouvernement. Et le PCRN a proposé, c'est le Premier ministre. Il y a également, sur le plan économique, et vous savez que la crise que nous vivons a pour effet de réduire le pouvoir d'achat des ménages. Alors le PCRN demande notamment au gouvernement d'instituer une trêve sanitaire qui permettrait aux ménages peut-être de ne pas payer leur loyer pendant les 2 prochains mois, d'autant plus qu'en amont, le PCRN a d'abord proposé un accompagnement de l'État auprès de ces bailleurs-là qui ne toucheront pas leur loyer. C'est-à-dire quoi? Un bailleur régulièrement immatriculé dans un des régimes d'imposition comme le Cameroun devra recevoir, s'il est au régime du réel, il devra recevoir 5 fois le montant de sa contribution à la patente, à condition d'être régulièrement immatriculé. S'il est au régime de l'impôt libératoire, il devra recevoir 10 fois le montant de sa contribution d'impôt libératoire, c'est-à-dire de la part du gouvernement. L'argent viendra d'où? Nous avons évalué, c'est-à-dire pour les entreprises qui sont à la patente, qui recevront 5 fois le montant de la patente cotisée, c'est-à-dire payée au 28 février 2020, le gouvernement peut solliciter auprès de la communauté internationale ou bien des bailleurs de fonds ou des partenaires au développement dont parlait tout à l'heure, des accords concessionnels. Et vous savez que l'IDA ou la BIRD sont prêtes à accompagner en temps de crise les économies qui veulent se relever. Donc pour les entreprises qui sont à la patente, les bailleurs qui seront à la patente, et nous avons là près de 226 milliards que le gouvernement peut mobiliser parce que si on prend le fichier national de la DGI, des entreprises immatriculées à la DGI, on peut se rendre compte qu'on peut faire un calcul d'extrapolation en hypothèse haute, près de 226 milliards que le gouvernement est en mesure de mettre à la disposition de toutes les entreprises qui sont à la patente au Cameroun. Les entreprises sont à l'impôt libératoire, le gouvernement mettra environ 56 milliards, 59 milliards je veux dire. Et là encore, ce sont des hypothèses hautes parce qu'il faut classer à l'intérieur de chaque catégorie. Et vous allez vous rendre compte que c'est moins de 50 milliards qui seront dépensés, effectivement. Donc, en instituant donc une trêve sanitaire qui permet aux ménages de ne pas payer leur loyer parce que les sources de revenus, parce que beaucoup d'entreprises ont placé des personnels en congé technique. Cette trêve-là permettra aux ménages de ne pas payer leur loyer. Cette trêve-là permettra aux ménages de ne pas payer forcément les factures d'électricité et de ne pas payer les pénalités sur les factures déjà échues
au moment où la crise démarrait, afin d'encourager, c'est-à-dire il est question de quoi? Très concrètement, il est question d'encourager, de relancer ou bien de sauvegarder, de préserver la demande interne, la consommation des ménages, celle qui est porteuse de la croissance. C'est-à-dire, si ces ménages n'ont plus accès n'ont pas accès à la trésorerie, si ces ménages n'ont pas accès à la trésorerie qui peut être dépensée dans des factures d'électricité, d'eau, de câbles, je ne sais pas, toutes les charges des loyers qu'on sort, cette économie-là permettra aux ménages de lutter favorablement contre la crise pour accéder notamment au gel hydroalcoolique, ça coûte de l'argent, aux masques qui seront forcément, parce que le PCN a proposé également qu'à ce niveau, que le gouvernement puisse subventionner ou alors accompagner fiscalement, c'est-à-dire là, c'est un recadrage de sa politique budgétaire pour que le gouvernement accompagne les entreprises qui vont fabriquer, qui vont produire ces biens-là, les entreprises pharmaceutiques camerounaises qui vont produire ces biens. Et ça, c'est possible et c'est comme ça une espèce de palette de mesures que nous avons proposées au gouvernement pour lutter contre la crise. D'accord. Maître Egam, avec vous, peut-on avoir quelques solutions concrètes pour mieux juguler cette crise sanitaire? Écoutez, la priorité du gouvernement maintenant, c'est d'abord veiller à la santé des ressources humaines. Et en ce moment, il me semble que la faculté génie industrielle de Douala est en train de fabriquer des respirateurs à la demande du gouvernement, parce qu'il y avait déjà là-bas des étudiants assez outillés qui avaient commencé à produire quelques respirateurs pour juguler, si vous voulez, le nombre de patients qui arriveraient à l'hôpital en situation de détresse respiratoire. Il y a également l'IUT, l'Institut universitaire de technologie de Douala, qui est spécialisé ou alors qui est en train de produire des gels hydroalcooliques. Il y a également la multiplication des centres de traitement des malades. Il y a ce qu'on appelle les interventions d'urgence que le gouvernement est en train de mettre en place. Il y a le ministère de la Jeunesse qui participe sur le terrain à la formation des citoyens au port du masque, au lavage des mains, à l'utilisation des gels hydroalcooliques, au respect du délai de distanciation pour casser les barrières de transmission de la maladie. Pour nous, nous pensons que c'est la priorité. La priorité, c'est juguler le mal. La priorité, c'est éviter que la maladie se propage. La priorité, c'est faire en sorte que la maladie soit contenue dans des proportions acceptables. Maintenant, sur le plan économique, c'est le plus attendu. Je dis encore une fois, j'ai fait confiance au gouvernement. Je ne veux pas me risquer dans des propositions alors que je ne sais pas dans quel sens le gouvernement est en train de travailler. Certes, il faut voir un accompagnement des entreprises, parce qu'en réalité, ce sont elles qui produisent la richesse, et si elles ne produisent pas, elles n'investissent pas, si elles n'investissent pas, on ne consomme pas, si on ne consomme pas, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de revenus de l'État, et l'État risque d'être dans l'incapacité de financer même tout ce que je suis en train d'annoncer, à savoir la production des gels hydroalcooliques et la production des respirateurs par la faculté génie industrielle. Il faut déjà que le personnel de l'État soit payé, ce serait une bonne chose que ceux qui travaillent pour produire puissent être réglés toutes les fins de mois, et pour le faire, il faudrait bien que l'État, que les entreprises investissent, qu'il y ait une production et que l'État puisse rentrer sur le produit de l'investissement. Donc je ne veux pas me risquer dans des propositions à caractère économique. Je sais qu'il y a un groupe de travail qui est en train de les étudier. Le ministère du Commerce fait sa part en évitant, si vous voulez, les pénuries artificielles, en évitant aussi que les coûts des produits sur le marché soient excessifs. Ce sont des mesures à encourager, à saluer, en souhaitant que le gouvernement aille le plus loin possible, afin que la crise soit jugulée et que les Camerounais ne subissent pas le contre-coup sur le plan économique. Voilà, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Oui, un dernier mot. On n'a pas je voudrais, monsieur Maître Egam, nous parlait tout à l'heure de la faculté de génie industriel, c'est-à-dire qui va produire des respirateurs artificiels. C'est à saluer, vous savez, ces initiatives-là. Je disais tout à l'heure que notre pays fait face à une grave crise. Et en général, vous allez constater dans le monde, la plupart des pays qui se sont révélés comme des pays dominants sont les pays qui sont sortis de la crise, qui ont su gérer la sortie des crises. C'est le cas des États-Unis avec la Deuxième Guerre mondiale. Il est devenu le leader mondial. Avant 1945, le PIB américain était inférieur au PIB vénézuélien lors de la crise de 1929. Donc vous imaginez, c'est-à-dire si le Cameroun encourage l'innovation, c'est-à-dire le gouvernement camerounais encourage l'innovation, en mettant à la disposition des start-up camerounaises, notamment celles qui peuvent être créées sous le couvert de la faculté de génie industriel de l'université de Douala, le gouvernement camerounais, en mettant à leur disposition les moyens nécessaires à la créativité et à l'innovation, nous pourrons, l'une des clés
de la sortie de crise, ce serait l'innovation. Et comment le gouvernement peut le faire? Le PCRN a justement proposé là-dessus, a demandé justement au gouvernement de faire en sorte que les actifs oisifs, c'est-à-dire les biens immobiliers oisifs de l'ex-régie FECAM, soient mis à la disposition dans une sorte de legs domanial précaire, à la disposition de certaines entreprises, de ces jeunes start-up qui veulent se développer dans l'économie numérique ou bien dans l'innovation, de mettre à leur disposition ces actifs oisifs des anciennes entreprises de l'État qui ont été privatisées ou alors qui sont en liquidation. Que ces actifs-là servent à ces entreprises à aller chercher de la trésorerie dans les banques grâce à des hypothèques. Si le gouvernement le fait, je pense que nous pourrons financer à moindre coût et pour 0 franc du tout les start-up camerounaises pour sortir, grâce à l'innovation, de la crise. Une phrase. Oui, juste une phrase. J'espère que ça n'est pas un jeu de ping-pong. Non, je vais juste faire observer au digne représentant du PCRN que, effectivement, le Cameroun est en train de travailler pour être la terre promise. Vous savez, le Cameroun, c'est un grand pays. Vous devez faire confiance. Nous faisons confiance. Vous devez faire confiance aux Camerounais. Vous devez faire confiance à notre capacité de travail. Je vous ai dit, ce que nous disons. Nous sommes en train de vouloir produire des respirateurs. D'ici peu, les gens prendront des avions dans les pays étrangers. C'est dans ce sens que je le dis. D'ici peu, les gens prendront des avions dans les pays étrangers pour venir en évacuation sanitaire. C'est ce que je vous dis. D'accord. C'est bien. Il est dans du rôle du gouvernement pour encourager cela, de mettre à la disposition de ces start-up-là, ces biens-là, ces actifs oisifs-là, qu'ils puissent obtenir grâce à des prêts hypothécaires des ressources pour financer leur production. C'est ce que on a compris que c'est la même chose. Alors, pour sortir, cher monsieur, votre avis sur le poste du gouverneur, le poste audio du gouverneur de la région du littoral, qui dit merci à l'Éternel de l'avoir aidé à sortir du tourment du coronavirus. Très rapidement, en quelques secondes. Le poste audio, je ne comprends pas. C'est-à-dire, il dit merci à l'Éternel. Oui, parce qu'il a été victime du coronavirus. Dieu est tout puissant. Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est grâce à Dieu. Moi, il est croyant, moi également. Moi, je dis toujours, Alhamdulillah, c'est-à-dire, Dieu merci, nous sommes encore en vie. Dieu merci, nous ne sommes pas malades, nous sommes en santé. Et nous encourageons tous les Camerounais à porter les masques dès demain, s'ils n'ont pas les moyens qu'ils cherchent. Mais de toute façon, l'État, le PCRN a demandé au gouvernement de mettre à la disposition de tous les Camerounais des masques fabriqués localement et aux normes camerounaises. Un travail pédagogique. Il faut remercier le gouvernement pour la pédagogie. Je pense qu'il participe à sa façon à la formation des Camerounais, à la pédagogie, à croire en leur pays, à croire en leur société, à croire en leurs médecins. Voilà, mesdames, messieurs, merci. On a parlé de gouverneur. Le port de masque dès demain est obligatoire. Le gouverneur de la région du littoral vient donc de commettre un communiqué qui fait état ce que le port du masque est obligatoire dès demain dans la région du littoral. On va dire merci à Eric Gando qui a assuré la réalisation et également à son collaborateur ce dimanche, Tibu et Manuel. Ce fut un plaisir, mesdames et messieurs. Rediffusion de cette émission d'ailleurs ce soir à 20h30 et puis lundi 20h30 et 13h30 plutôt. Restez fidèles, mesdames et messieurs, nos programmes se poursuivent. Au revoir.